très longtemps. Donc, du coup, je ne sais plus forcément quelle filière vous êtes, mais je sais que vous êtes en première année. Tous les trois des éduques. Les meilleurs. Donc, on allait commencer par présenter donc, ton Il est là. livre. Il n'est pas encore sorti officiellement, il sort dans une semaine. Là, c'est en avant-première. Avant-première. Et à partir de demain au CRD de Célia Valence. Oui, non, oui. Tout à fait. Voilà. Même moi, je ne les ai pas encore, mes exemples. Donc, du coup, on avait l'idée de faire ça un peu à deux voix. Et du coup, moi, j'ai proposé, donc moi, je vais parler bien sûr du livre, de comment c'est venu, etc. Et avec Gaël, on a repéré quelques thématiques qu'on voulait plus spécialement mettre en avant aujourd'hui. Parce que je ne vais pas dire tout ce qu'il y a dans le livre, il y a quand même énormément d'éléments. Et avec des extraits du livre que Gaël pourra lire, voilà, pour illustrer, et puis moi, du coup, je réagirai dessus. Et d'ailleurs, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, du coup. Donc, je commence par une vignette. Après, on va voir effectivement que tu pourras expliquer un petit peu plus. Donc, c'est Laïla. Quand une rencontre change le cours d'une vie. J'ai fait la connaissance de Laïla car elle squattait fréquemment le hall d'entrée de mon immeuble. Elle était extrêmement maigre, avait souvent des bleus, des cicatrices ou des béquilles. Quand elle avait trop bu, elle insultait les gens dans la rue de façon très théâtrale. Elle était intelligente, parfois drôle, mais je pouvais également ressentir beaucoup de violence en elle, ce qui faisait que je ne me sentais pas toujours rassurée en sa présence. Un après-midi, elle m'avait demandé d'appeler le 115 pour qu'elle puisse bénéficier d'une place d'hébergement. Ce jour-là, elle semblait particulièrement mal en point. Elle avait des bleus au visage suite à une agression, disait-elle. C'était la première fois de ma vie que j'appelais le 115 et j'avais été très désagréablement surpris par l'attitude de l'écoutant. « Que veut-elle encore, Madame L ?» avait-il demandé en soufflant. Lorsqu'il m'apprit que Laïla n'aurait pas de place, car exclue de tous les centres d'hébergement de la ville, j'ai quand même insisté sur son mauvais état de santé. « Vous voulez que j'envoie les pompiers ?» proposa-t-il sur le même ton exaspéré. Sans trop savoir, j'ai dit oui et je me suis retournée auprès de Laïla. Elle ne semblait pas surprise de la réponse du 115 et me reprocha d'avoir fait venir les pompiers. Elle avait d'ailleurs raison. Lorsque ceux-ci arrivèrent, ils se contentèrent de dire « Ah, c'est elle !» et refusèrent de la faire monter dans le camion en ajoutant à mon attention « Et ne la touchez pas, elle a le staphylocoque doré. » Laïla semblait résignée, mais pour ma part, j'étais abasourdie par ce que je venais de voir et d'entendre. Et pendant toute la soirée et les jours suivants, j'ai senti en moi une immense colère dirigée contre à peu près tout. Colère contre l'État, contre les travailleurs sociaux, contre la société en général. Comment se faisait-il qu'en France, au XXIe siècle, il n'y ait pas de place pour des personnes comme Laïla, aussi compliquée soit-elle ? Donc en fait, cette vignette, donc c'est celle qui a introduit le livre, et c'est déjà la vignette que j'avais utilisée en introduction de mon mémoire d'éduc, en fait. Donc, voilà. Comme je trouvais qu'elle marchait bien, je la réutilisais. Donc ça s'est passé peut-être une dizaine d'années avant que je devienne travailleur social, parce qu'avant j'ai eu une autre carrière en agence de publicité en fait. Et du coup il y a eu cette rencontre avec Leïla et ce jour-là précisément où j'ai un peu pris conscience qu'il se passait des choses au niveau de la prise en charge des personnes sans abri qui ne me paraissaient pas normales. Et c'est ce qui fait que plus tard, quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai décidé d'aller vers le travail social et plus spécifiquement pour travailler avec les personnes sans abri. Moi, je suis arrivé en formation d'éduc avec un projet hyper précis, voilà, ce que n'aimaient pas forcément toujours les formateurs à l'époque. Et je me suis toujours tenu à ce public-là. Et ça dit aussi que ce sentiment d'injustice, donc c'est ce qui m'a amené au travail social. Et ça veut dire que moi, je suis devenu travailleur social, pas dans l'idée de changer les gens, mais plutôt dans l'idée de changer les pratiques, en fait. Et notamment des institutions, des travailleurs sociaux. Et c'est ce qui fait qu'après, une fois devenu éduc, donc moi j'ai continué à travailler, bon, on en avait un peu parlé, hein, donc SAMU social, CHRS, etc. Et qu'après, j'ai souhaité continuer sur un parcours universitaire en sociologie, puisque moi, j'étais vraiment dans l'idée d'avoir une approche plutôt globale et presque politique, en fait, et de pouvoir faire évoluer les politiques publiques sur les prises en charge des personnes sans abri pour les faire devenir plus dignes et bien traitantes. Donc c'est un peu ma mission de vie. Et du coup, que je continue aujourd'hui depuis mes nouvelles fonctions de formateur et de chercheur à Océlia. Donc voilà, tout ça, ça me permet de commencer à me présenter, de présenter le livre, puisque ce livre est extrait de mon mémoire de Master 2 en sociologie, donc que j'ai validé il y a 2 ans maintenant, donc qui a été adapté au format livre
parce que déjà le mémoire était beaucoup trop long, puis on a enlevé le côté un peu trop universitaire pour le rendre aussi accessible. Hein, c'est une collection qui est vraiment à destination des travailleurs sociaux et des étudiants en travail social. Donc c'est quelque chose d'assez concret, d'assez volontairement assez accessible. Donc c'est issu d'une recherche que j'ai menée sur le CHRS où je travaillais à l'époque, donc qui s'appelle le CHRS Ribou à Lyon, qui a changé de nom depuis. Et moi, au début, j'étais parti, alors je parlerai un peu plus après des CHRS, pour vous expliquer, enfin, j'en ai déjà parlé une fois, donc a priori vous connaissez. J'étais vraiment parti sur l'idée de qu'est-ce qui se passe pour les gens une fois qu'ils quittent le CHRS et qu'ils sont plus suivis par les travailleurs sociaux du CHRS. Et en fait, en cours d'enquête, il y a un peu eu un glissement où je me suis finalement plus intéressé au temps du CHRS, qu'est-ce qui se passe pendant, et notamment sur les questions de temporalité des parcours, donc entre les temporalités des personnes, les temporalités des travailleurs sociaux, les temporalités des financeurs qui mettent la pression. Et je me suis particulièrement intéressé à des personnes qui ne souhaitaient pas partir de CHRS et qui faisaient en sorte que leur séjour dure longtemps, et voire même pour certains le formaliser en disant nous on veut rester là toute notre vie. Ce qui m'a beaucoup interpellé dans les politiques actuelles qui sont très axées autour du logement d'abord, accès au logement pour tous, etc. Je me suis dit tiens, c'est le logement pour tous, et d'un autre côté là on a des gens qui ne veulent pas aller en logement, il se passe quelque chose, allez étudier quoi. Donc en fait c'est des gens qui passent du statut d'hébergé à l'état d'habitant, quoi. Donc ils se mettent à habiter le CHRS en fait, ce qui n'est pas prévu pour à la base, mais on y reviendra. Et du coup je me suis aussi intéressé à qu'est-ce que ça fait faire aux travailleurs sociaux et aux institutions de se retrouver face à une espèce de tension des lieux provisoires et des gens qui s'installent peut-être pour très longtemps, voire toute leur vie, quoi. Voilà, et la dernière partie du livre, moi je voulais que ce soit quelque chose moi mon but c'est de changer les pratiques, donc je voulais qu'il y ait aussi des préconisations, des axes de travail, enfin, en tout cas voilà, de tracer des axes de travail possibles sur comment on peut repenser les CHRS et voilà, quelle utilité peuvent avoir les CHRS aujourd'hui à l'heure du logement d'abord en fait. Donc c'est un peu la question de fond. Alors avant de rentrer dans le fond du sujet, peut-être on va parler aussi de la méthode d'enquête, puisque donc il s'agit d'une recherche-action, puisque moi j'étais éduc et en même temps j'avais une casquette de chercheur puisque je faisais mon master en même temps, ce qui a un rôle très compliqué à tenir et en même temps très passionnant, et qui je pense amène de la plus-value par rapport à un chercheur académique, on va dire, qui va être plus distancé. Et peut-être là, il y a un extrait du livre maintenant, oui, sur la subjectivité. Voilà, sur une recherche-action subjective et collaborative. Donc cet ouvrage fera la part belle aux paroles directes des résidents ou ex-résidents du CHRS Ribou, en m'appuyant sur leurs propres compétences à agir et à justifier leur action. Loin d'une approche visant à une prétendue objectivité et à l'exhaustivité, j'ai privilégié une certaine illustrativité en balayant la diversité des discours entendus pour établir des profils types, mais sans idée de quantification. Mon parti pris étant de me centrer sur les personnes accompagnées, la parole des travailleurs sociaux sera donc volontairement quasi absente de cet ouvrage, si ce n'est la mienne, dans une optique d'auto-ethnographie de ma pratique. Une visée de subjectivité assumée pleinement jusqu'au choix des personnes interrogées ou observées, dont j'ai toutes été le référent social. De plus, très tôt dans le processus, j'ai souhaité embarquer dans ma recherche des résidents du CHRS Ribou, pratique que j'avais eu l'occasion d'expérimenter au sein du collectif Soif de connaissances pour la co-construction de modules de formation. Ainsi, mon travail est rentré dans la catégorie des recherches-actions collaboratives visant à produire des savoirs entre des chercheurs académiques et des personnes de la société civile, travailleurs sociaux, personnes concernées, familles, militants. Sandrine Amaré et Marielle Valran posent les postulats suivants pour qualifier une recherche de collaborative. Chacun des acteurs dispose d'un savoir, mais chacun doit renoncer au monopole du savoir, prendre conscience de l'insuffisance de son seul savoir et donc de l'importance de la complémentarité afin de produire de la connaissance. Voilà, donc là il y a deux choses dans cet extrait. Il y a effectivement le côté subjectivité assumée, où en gros j'utilise le jeu et je me mets en scène. Donc le livre, il y a énormément de vignettes ethnographiques, donc comme la première qu'a lu Gaël sur Leïla, en fait, le livre est émaillé de vignettes du quotidien de la vie sur CHRS, et souvent on me voit moi en interaction avec les résidents, parfois avec mes collègues, mais plus rarement.
Euh, donc moi, je voulais pas être dans une approche d'une science très dite objective, très distanciée, parce qu'en fait, j'y crois pas du tout. Je pense que la science, à partir du moment où on observe un objet, ça a de l'effet sur l'objet et le comportement change. Donc je me suis dit, bon, bah, comme il n'y a pas d'objectivité possible, autant y aller à fond sur le côté subjectif. Donc en me mettant en scène, et du coup, les choix des personnes que je suis allé interroger et des 4 résidents là, dont je vais vous parler, c'était des gens qui faisaient partie de ma file active. C'est-à-dire que j'étais leur référent social, où je l'avais été, et en même temps, eh ben, on travaillait ensemble sur cette enquête. Ce qui est là aussi un équilibre assez complexe, mais intéressant. Et donc le deuxième aspect, c'est sur cette recherche donc, que je qualifie de collaborative, parce qu'il y a des résidents du CHRS, donc des résidents actuels, hein, enfin, au moment où j'y étais en tout cas, qui ont été co-enquêteurs avec moi. Donc ça, c'est une approche qui est très liée. Moi, dans ma posture d'éduc, j'avais vraiment ce truc autour de la participation très fort, quoi. De la prise en compte de la parole des personnes concernées, etc. Et comme formateur aujourd'hui toujours, j'essaye de faire la plupart de mes interventions avec des personnes concernées. Voilà, le principe de la participation, c'est on ne dit rien sur les gens sans les gens, quoi. Et voilà, moi, c'est un peu ce qui m'a toujours guidé. Et donc, quand j'ai commencé à faire cette enquête, je me suis dit, il faut qu'il y ait des résidents avec moi, parce qu'il y a cette reconnaissance de leur savoir d'expérience, hein, donc le savoir expérientiel, c'est un terme qui s'emploie beaucoup maintenant, où je considérais que c'était eux les experts de qu'est-ce que ça fait de vivre en CHRS. Enfin, en tout cas, dans ce CHRS-là précisément. Ils étaient les experts de ça, puisque moi, j'avais jamais vécu dans ce CHRS-là. Donc eux, ils pouvaient dire de l'intérieur ce que ça faisait. Mais par contre, le savoir expérientiel tout seul des personnes, je pense qu'il est intéressant mais insuffisant. Et il est intéressant quand on le complète par le savoir de la pratique des travailleurs sociaux. Donc ça, c'est ce que j'ai amené avec ma casquette d'éduc. Hein, et les savoirs plus académiques des chercheurs. Donc j'ai amené avec ma casquette de chercheur en herbe, on va dire. Puisque du coup, moi, fréquemment, je faisais des liens avec des apports théoriques ou des concepts sociologiques, et du coup, je leur faisais partager et on en discutait, quoi. Donc concrètement, comment ça se passait? Donc il y avait 4 résidents du CHRS, donc qui faisaient partie de mes suivis. Donc c'est des gens que je connaissais bien. On avait déjà fait des choses ensemble, donc beaucoup avaient été élus dans le conseil de vie sociale que j'animais aussi. Voilà, des gens déjà pas mal engagés sur le terrain de la participation. Et moi, ma proposition que j'aurais faite, c'était que c'était eux qui allaient rencontrer d'anciens résidents du CHRS partis en logement. Et c'était eux qui allaient faire des entretiens semi-directifs avec eux. Et que moi, j'allais pas y être sur ces entretiens-là. Donc ça, c'est vraiment un peu l'originalité de ma recherche. Parce que voilà, des recherches collaboratives, il y en a quand même pas mal qui se font maintenant ou participatives. Et souvent avec des binômes, personnes concernées, chercheurs. Là, un peu l'originalité, c'était que c'était eux qui construisaient leur grille d'entretien. Donc moi, en gros, je les ai formés à l'entretien semi-directif. Donc voilà, avec les choses à ne pas faire, etc. Il y a un peu des codes hein, dans les entretiens semi-directifs. Et après, c'est eux qui écrivaient leur grille d'entretien et moi, je voulais même pas la voir, leur grille. Je voulais pas y jeter un œil pour ne pas influencer. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'allaient dire les anciens résidents, mais c'était aussi que j'allais observer leur grille d'entretien et ce qui allait me donner des informations sur leur centre d'intérêt et peut-être leurs inquiétudes par rapport au logement, quoi, leur futur logement. Voilà, en sachant que la thématique, c'était l'accès au logement. Et donc, ils sont partis, généralement, c'était en binôme, ils ont toujours fait des entretiens en binôme, donc ils sont allés rencontrer en tout 6 anciens résidents partis en logement. Donc moi, je leur ai donné un enregistreur et eux, ils sont allés faire leurs entretiens sans moi. Et donc après, ben, ils me ramenaient ça, moi je retranscrivais l'entretien, donc c'est un travail très fastidieux. Mais, du coup, après, je leur donnais l'entretien sous forme écrite et une fois par mois, on se retrouvait, donc ça a duré 7 mois en tout. Donc on a fait 7 groupes de travail comme ça, qui duraient entre 2 et 3 heures, où on co-analysait les entretiens et eux, du coup, amenaient des nouveaux éléments sur comment ça les faisait réagir, ce qu'avaient dit les anciens résidents. Et moi, j'enregistrais aussi ces temps de travail que je retranscrivais. Et du coup, donc ça m'a fait beaucoup de matériaux en fait. Et le plus gros de mon matériau, ça a été les groupes de co-enquêteurs en fait. Et dans le livre, j'utilise beaucoup ça comme matériau. J'utilise un peu aussi les entretiens avec les anciens résidents, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Mais finalement, c'était presque plus un support à discussion avec les co-enquêteurs. Donc généralement, dans le groupe, alors entre nous, on s'appelait les co-chercheurs. On se donnait ce nom-là.
Après, dans le livre, j'ai plutôt employé le mot de co-enquêteur, en fait. Parce que au final, c'était dans le cadre d'un travail universitaire, et du coup, c'est quand même moi qui ai fait l'analyse finale et la rédaction finale, puisque c'était un diplôme que je passais en mon nom, quoi. Du coup, j'ai plutôt considéré qu'au final, on était 5 co-enquêteurs, et dont un qui avait une place de chercheur, qui était moi. L'idée qu'ils aillent faire des entretiens sans moi, c'était il y avait un peu l'idée qu'ils allaient parler une langue commune avec les anciens résidents, parce qu'ils avaient vécu une expérience similaire qui avait été de vivre en CHRS. Bon, voilà, c'est une idée qui est peut-être un peu caricaturale, parce que des langues, enfin, il y a tellement de profils différents en CHRS qu'il y a plein de langues différentes. Mais en tout cas, ils avaient au moins cette expérience commune qui faisait voilà, tronc commun. Puis c'était aussi l'idée d'une parole plus libre, en fait, en me disant, bon, si moi je suis pas là, les anciens résidents vont se sentir plus libres de dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire et de se lâcher s'ils ont envie de se lâcher. Bonjour. Et ce qui a d'ailleurs assez bien marché, hein, parce qu'il y a des moments, et je pense qu'ils oubliaient vraiment la présence de l'enregistreur et ça se lâchait un peu sur les travailleurs sociaux. Mais c'était très bien, y compris sur moi, mais pas de souci d'ego. Alors l'effet que ça a eu, c'est que ça a eu un effet directement sur la recherche en elle-même. Donc, je vous ai dit, moi je vais m'intéresser plus à ce qui se passe après le CHRS. En fait, le fait que ce soit des résidents actuels qui aillent interroger d'anciens résidents, ça a vraiment ramené les discussions sur le temps du CHRS. C'est ce qui a fait ce glissement d'objets de recherche, mais ce qui était OK pour moi. Voilà, j'étais dans une approche qu'on appelle inductive, ce qui veut dire qu'en fait, on va chercher, mais sans vraiment savoir ce qu'on va chercher, et au fur et à mesure, on construit la question de recherche. Après, du coup, bien sûr, ça a eu beaucoup d'effets. Alors déjà, entre eux, parce que quand même, pendant 7 mois, on s'est vus tous les mois pour travailler ensemble. Donc déjà, entre eux, ça a créé il y a eu une vraie dynamique de groupe, en fait, qui s'est créée. Ça a eu beaucoup d'effets entre eux et moi, parce que du coup, c'est devenu des gens dont je suis devenu très proche, et qui sont devenus des amis une fois que j'ai quitté le CHRS. On reparlera peut-être de ces questions de place et de distance. Voilà. Et ça a eu des effets sur leur... pour certains, ça a eu des effets sur leur projet de vie, alors notamment sur leur projet de logement. En tout cas, pour deux d'entre eux avaient vraiment l'idée de partir du CHRS dès que possible pour rentrer en logement. Et du coup, ils ont maintenu ces projets-là. Enfin, du coup, ils ont plutôt pu dire que la recherche avait conforté leur projet, quoi. Mais les deux autres qui étaient plutôt dans l'attitude non, moi j'ai envie de rester en CHRS longtemps et de m'y installer, et ben en fait, du coup, ça a quand même eu des effets. Et en cours d'enquête, ils sont allés vers le côté je demande un logement. Et il y avait d'autres choses, il n'y avait pas que l'enquête, hein, il y a eu des choses personnelles dans leur vie qui ont fait qu'ils ont évolué dans ce sens-là, mais en tout cas, ça les a fait cheminer, quoi. Et pour l'un des 4, ça a eu des impacts plus profonds. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Jamel, dont je parle beaucoup dans le livre, qui est un peu presque le personnage central du livre, hein. Puisque ça lui a fait découvrir ce monde de la recherche, et ça lui a beaucoup plu. Et que là, il m'a dit, donc je commençais déjà moi à intervenir dans les écoles de travail social à l'époque. Il m'a dit, mais moi j'aimerais bien intervenir avec toi. Et du coup, on a fait plein d'interventions en binôme, à Océlia à Lyon, à Lyon 2, enfin dans des cadres universitaires, au Vinatier aussi. On a même coécrit un article ensemble là, récemment qui va être publié dans Rhizome. Et vraiment, ça lui a ouvert ce monde à la fois de la formation, de la recherche. Alors que c'est un gars qui avait un parcours, pendant 20 ans, il était entre CHRS, hôpital psy, prison, rue, quoi. Et au bout de 20 ans, il faisait quelque chose de tout ça, et ça changeait presque sa perspective de vie. Donc il voulait même aller un peu du côté du travail pair. Bon, malheureusement, une fois en logement, il a eu pas mal de soucis de santé, et Jamel est décédé, là, il y a peu de temps. Mais voilà, en tout cas, ça avait vraiment eu des impacts assez profonds sur sa fin de vie. Ben voilà, puisqu'on parle de Jamel. Oui. Petite vignette. Petite vignette. Jamel Benaved, scène 10, 19 mars 2021. SMS reçu de la part de Jamel, en clinique de post-cure. Cédric, j'ai eu les félicitations du juge d'application des peines, surtout sur les soins. Elle me souhaite bon courage. Sur la clinique de post-cure, ils sont très fiers de moi. Ils n'ont jamais vu quelqu'un se réinsérer aussi bien que moi. Voilà quoi, je suis fière de moi, je suis fière du travail que tu as accompli auprès de moi. Avec tout ce que j'apprends ici,
je serai apte à pouvoir intervenir en amphithéâtre avec toi, devant les élèves de la faculté, pour toi et ton super master que tu as intérêt de recevoir. Voilà, je pense que ça vous en dit un peu sur les liens que j'ai créés avec eux. Et voilà. Et du coup, déjà, ils se projetaient dans le fait qu'on allait faire des interventions ensemble à la fac, etc. Ce qui s'est passé au final, quoi. Et d'ailleurs, je me dis que peut-être on pourrait enchaîner sur cette question de la bonne place, même si ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Désolé, Gaël. Parce que là, voilà, on voit bien que je crée des liens au travers de ce travail de recherche qui ne sont pas les liens classiques qu'on développe dans l'accompagnement social habituellement. Et peut-être on peut faire l'autre vignette de Jamel. Donc c'était un petit peu en avant. Donc, ça, ouais. Avant. Donc là, le SMS qu'on vient de lire, il était parti du CHRS, il était en logement, donc il faisait une cure de sevrage d'alcool, quoi. Et du coup, là, ça va être plutôt une vignette de quand il était encore sur le CHRS, quoi. Voilà. C'était la question autour de la bonne place Voilà. à avoir entre le travailleur social et la personne que tu accompagnes. Ouais. C'est ça. Donc, le titre. Un resto en ami. Depuis plusieurs semaines, Jamel m'évoque une brasserie où il mange souvent et qu'il voudrait me faire découvrir. Alors que nous sommes en train de partager un repas au self de Ribou, il aborde à nouveau le sujet de façon plus directe cette fois. Jamel. Est-ce qu'on pourra aller manger ensemble à la brasserie dont je te parle ? Cédric. Oui, c'est possible. Jamel avec des yeux ronds. C'est vrai ? Les autres, ils disent toujours non. Sentant peut-être le caractère un peu limite de sa demande, il ajoute, faisant référence à notre dernier rendez-vous qu'il n'a pas honoré, Jamel. Si tu veux, on pourra parler du dossier de curatelle. Cédric. Oui, enfin, on peut se voir sans parler des démarches, hein ? Jamel. Ah oui, en ami ? Ouais, dans la vignette, du coup, on voit cette espèce de limite compliquée entre l'accompagnement social et des liens plus amicaux, entre guillemets. Ce qui était particulièrement fort chez Jamel, hein, qui se décrivait lui-même comme un dépendant affectif. Et le fait qu'assez vite, clairement, quand on s'est rencontré avec Jamel, ça a matché, quoi. Voilà, c'est comme ça se passe. Et très vite, moi, je lui ai donné ma confiance. Et du coup, le fait que je lui donne ma confiance, ça a généré pas mal de choses chez lui. Et c'est ce qui l'a fait pas mal évoluer. Le fait d'après aller faire un dossier de curatelle, une demande de logement et une cure au final. C'était parce qu'il avait envie que je sois fier de lui. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ce qui m'a beaucoup mis, moi, en difficulté aussi pendant le temps de l'accompagnement. Alors moi, j'avais clairement une posture, voilà, c'est sans doute des questions que vous vous posez, vous êtes en début de cursus, sur ces questions de quelle distance, comment on se positionne face aux gens, et notamment quand les gens ont envie de rapports plus symétriques et de sortir de cette dissymétrie de l'accompagnement, quoi. Moi là-dessus, j'ai toujours eu une posture assez marquée, donc qui n'était pas forcément la même que mes collègues, mais où moi j'aime être en proximité des gens. Voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai eu des expériences au SAMU social, on est proche des gens, on tutoie les gens d'office, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai été construit. Moi, quand je suis arrivé sur ce CHRS-là, on m'a dit il faut se faire vouvoyer, se faire appeler Monsieur Sadin et tout ça. Au bout de 15 jours, j'ai dit non, moi je ne veux pas faire comme ça en fait, parce que je ne pourrais pas travailler comme je le souhaite moi, quoi. Donc ça a été pas mal de débats en équipe. Et moi, ce que je pense sur ces choses-là, et notamment sur cette fameuse bonne distance je ne sais pas si ce terme s'emploie toujours dans les instituts de formation, mais nous, on nous a beaucoup parlé. Alors moi, la bonne distance, moi, j'y crois pas en fait. Je crois pas qu'il y ait une bonne distance en fait. Récemment, j'ai entendu, j'étais à un congrès, il y a quelqu'un qui a dit à force de mettre de la distance avec les gens, on termine avec le radiateur dans le cul. Bon, je trouve que c'était assez efficace comme formule, est-ce que je l'ai retenu. Tout ça pour dire que pour moi, ce qui est important, c'est pas une question de distance en fait, c'est une question de place en fait. Et c'est vraiment de rester à la bonne place. Et moi, pour le coup, mon truc, ça a toujours été d'être proximal avec les gens. C'est-à-dire que, alors, tutoiement, etc. Mais même moi, je donne des éléments de ma vie perso. Ce que j'ai envie de dire, évidemment. Après, quand j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas, quoi. Mais pour moi, c'est pas un souci de parler de ça. Ce qui pouvait être un souci pour certains autres collègues, mais pas pour moi. Mais par contre, c'est pas parce que je suis en proximité qu'on est des amis, quoi. Et peut-être ça peut le devenir une fois qu'on n'est plus travailleurs, voilà, qu'il n'y a plus ces enjeux. C'est ce qui s'est passé avec Jamel, on est devenus amis, mais une fois qu'il n'y avait plus tous ces enjeux-là, quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut être proximal en restant à la bonne place, donc en place d'éduc ou de travailleur social. Et à l'inverse, je pense que quand on est distant, je pense que c'est difficile de rester d'être à la bonne place d'accompagnant social. Il me semble.
mais d'autres travailleurs sociaux diraient sans doute d'autres choses. Mais du coup, la difficulté avec Jamel, c'est que j'étais proximal avec lui, mais lui, tout de suite, il s'engouffrait dans la brèche. Et du coup, c'était on va au resto, etc. Et ma difficulté, c'était que nous, on fonctionnait en binôme de référence. Donc, il y avait une collègue qui était monitrice éducatrice avec moi et qui l'excluait complètement du suivi. Et donc, quand il me proposait, on va manger un morceau à la brasserie, pour moi, c'était ok, ça peut faire partie de l'accompagnement éducatif, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut que ma collègue aussi soit là, quoi. Parce que sinon, on l'exclut et vraiment, on sort du cadre, quoi. Mais du coup, pour quelqu'un comme Jamel, c'était pas évident. Et notamment, à un moment, j'avais organisé un séjour en Ardèche, on allait faire du kayak avec Jamel. Et je pense que quand ça se joue hors d'un bureau, ça devient plus complexe en fait pour les gens. Tant que c'est dans un bureau, c'est très facile de dire ok, on est dans le cadre de l'accompagnement social. Et là, quand on est au restaurant, en train de faire du kayak ensemble, autant pour moi, c'était clair quoi, l'accompagnement éducatif, j'avais aucun souci. Enfin, mais voilà, pour lui, c'était un peu plus complexe à gérer. Et du coup, ces liens qu'on crée très forts, le CHRS, c'est un lieu de vie. Donc c'est un lieu de travail pour nous, mais c'est un lieu de vie aussi. Ce qui fait qu'on voit les gens à leur lever jusqu'à leur coucher, quoi. Donc ça induit une certaine proximité. Et ça pendant 1 an, 2 ans, parfois plus pour certains. Et du coup, il y a la question du détachement qui se pose, qui devient assez complexe. Et là, du coup, je vous propose une petite vignette de quelqu'un que j'ai appelé Nasser dans le livre, ce qui n'était pas son vrai nom. Mais voilà. Je ne vois que toi pour m'aider. Depuis son relogement il y a 1 an, je n'avais eu aucune nouvelle de Nasser M, dont j'avais été le référent à Ribou. Aujourd'hui, je reçois un appel alarmant de Nasser demandant à pouvoir me rencontrer au plus vite. Techniquement parlant, je n'effectue plus aucun suivi social auprès de lui, mais au son de sa voix, je pressens que la situation est grave et je l'invite à passer me voir à Ribou dans la soirée. Le soir, c'est un Nasser en pleurs et désespéré que je rencontre. Il s'est mis en embrouille avec les jeunes dealers de son quartier. Ceux-ci le raquettent, le molestent. Je peux constater qu'il a en effet plusieurs dents cassées. Et ont pris le contrôle de son appartement dans lequel il n'est plus chez lui. Nasser a fui son logement pour retrouver refuge chez sa mère âgée. Il est trop terrorisé pour aller porter plainte. Nasser me supplie. « S'il te plaît, Cédric, sors-moi de cet enfer, je ne vois que toi pour m'aider. » Je lui demande s'il a vu l'assistante sociale de son secteur pour demander une mutation. Il l'a rencontrée une fois, mais elle n'est jamais disponible. Il a donc cessé de la rencontrer. Voilà, donc cette vignette, ça montre à quel point l'attachement il devient fort pendant le temps du CHRS, c'est que les travailleurs sociaux, ou le CHRS en général, ça devient un lieu repère, quoi. Les travailleurs sociaux deviennent des personnes repères. Et que quand les gens partent, donc généralement on propose un suivi de 6 mois, quoi, mais dont ils s'emparent ou pas. Et normalement, au bout de ces 6 mois, on est censé, soit les gens se débrouillent tout seuls et n'ont plus besoin d'accompagnement et ça roule. Mais s'ils ont encore besoin, on est censé avoir passé le relais au moins à la polyvalence de secteur, voire à des services plus étayants, type ASLL ou SABS, etc. Mais dans les faits, finalement, ils s'en emparent assez peu de ces dispositifs-là. Et même le suivi de 6 mois, ils s'en emparaient parfois peu. Donc il y a des gens qu'on ne voyait pas du tout. Et là, Nasser, donc, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu pendant 2 ans, j'avais aucune nouvelle, donc je me dis, bon, c'est que ça doit aller pour lui. Et là, d'un coup, il revient, il est dans un état catastrophique, et je lui dis, mais là, ton AS de secteur, je lui avais déjà donné le numéro à l'époque, je lui dis, et donc du coup, en fait, le problème du droit commun, on renvoie vers le droit commun, mais le droit commun est défaillant aussi. Et du coup, le CHRS, c'est plus facile. Le CHRS, on est dispo beaucoup plus facilement, en fait. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Enfin, Nasser, il est venu, il est passé, je l'ai vu, quoi, en fait. Donc c'est cette question du détachement qui est assez complexe. Donc ça, ce genre de cas, vous comprenez bien qu'on ne peut pas le faire pour tous les anciens résidents du CHRS, parce que, je veux dire, c'était déjà un CHRS avec 80 hommes isolés, ce qui est quand même conséquent en termes de travail. Donc si on s'occupe de tous ceux qui sont partis, c'est too much. Mais après, à la marge, on va faire des choses qui ne sont pas prévues. Là, normalement, Nasser, techniquement, je n'étais pas censé faire quoi que ce soit pour lui, en fait. Mais bien sûr, moi aussi, j'ai l'attachement à lui. Quand je l'ai vu dans cet état, bien sûr que ça m'a affecté. Et je me suis dit, bon, là, je vais faire quelque chose. Ça ne va pas forcément me prendre des jours. Mais... Donc, j'ai contacté le bailleur. Et assez rapidement, il y a pu y avoir une mutation qui s'est mise en place. Donc, voilà, ça m'a pris que quelques heures de travail, même pas, quoi. C'est ce que Bertrand Ravon appelle les épreuves de professionnalité. Donc il y a ce qui est prévu dans le mandat, et puis après il y a ce qu'on fait dans la réalité, et des fois
on distord un peu le cadre pour faire des choses qu'on n'est pas censé faire, mais voilà, parce qu'on juge que sur le moment que c'est juste de les faire, en fait. Après, voilà, c'est des questions d'éthique et de choses, voilà. Peut-être que d'autres collègues auraient dit, bah non, tu te débrouilles, on ne te suit plus, va voir l'AS de secteur, quoi. Voilà, c'est un peu la partie sur la bonne place. Et on va terminer vraiment en parlant de ces questions de CHRS versus politique de logement d'abord. J'imagine que je vous en avais peut-être déjà un peu parlé quand on s'était vu, mais... Et bah déjà, voilà. En fait, déjà, la première question que Gaëlle elle m'a posée, c'est « Mais pourquoi ce titre habité en CHRS ?» Du coup, je peux en dire un mot. Alors déjà, c'est l'éditeur qui a trouvé le titre, mais je le trouve très, très juste, c'est bien. Habiter en CHRS, en fait, en soi, c'est un paradoxe, quoi. Normalement, ça ne devrait même pas exister, ce titre-là, habiter en CHRS, si on suit les mandats, puisque le CHRS n'est pas un lieu d'habitation, c'est un lieu d'hébergement, donc qui, par nature, est provisoire, et où les gens ne sont pas censés rester. Donc, du coup, moi, ça m'intéressait de dire un titre paradoxal, parce que le livre ne parle que de ça, quoi, de ces paradoxes, de ce lieu provisoire qui devient un lieu permanent, et ces personnes qui deviennent des habitants. Et donc le sous-titre du livre, c'est donc faire comme chez soi quand on n'a pas de chez soi. En fait, je crois que je le dis très bien dans le livre. Je vais te laisser lire le petit extrait sur faire comme chez soi, parce que je pense que ça dit tout. Le faire comme chez soi. Au fur et à mesure de mes réflexions sur cet habiter en hébergement social, s'est imposée à moi la formulation « faire comme chez soi ». Cette formulation, utilisée dans le langage courant, peut prendre au moins deux sens, éventuellement contraires. Quelqu'un qui fait comme chez lui désigne une personne qui prend ses aises sans y avoir été invité et qui pourrait être qualifiée de sans gêne, de profiteur. A l'inverse, si un ami m'invite dans sa demeure à faire comme chez moi, il m'incite à m'y sentir bien et à y prendre mes aises. Néanmoins, le code social implicite de l'hospitalité fait que je ne vais pas réellement faire comme chez moi. En effet, je ne vais pas me permettre de refaire la décoration des pièces, installer mes habits dans la penderie, inviter mes propres amis, bref, toutes ces choses que je fais dans mon vrai chez moi. La formulation complète devrait donc être « fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu n'es pas chez toi ». Si j'ai bien intériorisé le code social de l'hospitalité, mon ami qui a pour sa part intériorisé le code social de la politesse n'aura pas besoin de me préciser cette limitation. Voilà, je trouvais que cette formule du faire comme chez soi s'applique bien au CHRS en fait. Parce qu'en fait, en permanence, on les invite à se sentir un peu chez eux, à investir les lieux, à participer au conseil de vie sociale, les activités. Et en même temps, toujours de façon implicite, voire des fois pas trop enfin, explicite, on leur dit, ben, tu n'es pas chez toi et il va falloir penser à partir plutôt rapidement en fait. Donc ce qui crée forcément de la tension chez eux, mais ce qui crée aussi de la tension chez les travailleurs sociaux, puisqu'il y a clairement deux grands pôles face à ces gens qui s'installent. Donc il y a soit le pôle que j'appelle hospitalier, mais bon, on va plutôt parler d'une fiction d'hospitalité, puisqu'on est dans le faire comme chez soi. Et donc c'est le pôle qui dit, bah oui, faites comme chez vous. Donc ce qui se traduit par adapter les règlements pour essayer de se rapprocher d'une vraie vie en logement, ce qui se traduit par vraiment de voir le CHRS plutôt comme un lieu de vie et non pas comme un lieu provisoire, donc en organisant des activités, en rendant les lieux les plus habitables possibles. Donc c'est aussi tous les programmes d'humanisation des CHRS. On essaye que les lieux soient dignes en eux-mêmes, enfin même le bâti, quoi, avec des connexions internet qui fonctionnent, voilà. Et de l'autre côté, on a le pôle, alors, que j'appelle plutôt coercitif, même si c'est pas très gentil de le dire comme ça, mais où on maintient un chez-soi impossible. Et on rappelle en permanence aux gens qu'ils ne sont pas chez eux et qu'il va falloir partir. Et avec, donc ça, la pression à la sortie, c'est sorti dans tous les entretiens, enfin, tout le temps, quoi. Donc eux, ils le vivent de façon très forte, cette pression à la sortie, où en permanence, on leur dit, allez, il faut que tu fasses tout pour sortir, et même potentiellement, si tu ne fais pas tout, peut-être tu peux perdre ta place en CHRS, même si c'est pas dit aussi explicitement que ça, mais... donc ça se traduit donc, par des politiques d'activation, de tous les interdits qu'il y a en CHRS, hein, puisque interdit de cuisiner, interdit de boire de l'alcool, interdit d'avoir des animaux, d'accueillir des gens la nuit, plein de choses qu'on ne supporterait pas dans nos vies, dans nos vies, quoi. Contrôle des présences, où ils doivent être
être là tous les jours, et s'ils ont tant de jours d'absence, et ben, potentiellement ils peuvent perdre leur place aussi. Une intimité qui est souvent mise à mal, hein, parce que, voilà, mais ça c'est pas que dans les CHRS, ça, c'est dans les institutions du social en général, où les équipes ont les clés et donc peuvent rentrer potentiellement un peu n'importe quand, même si nous on essayait de ne pas être là-dedans et de considérer que c'était leur habitat, mais malgré tout, voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas être tranquilles là-dessus, etc. Alors quand je dis qu'il y a deux pôles, je ne veux pas dire non plus qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants en fait. Moi, vous l'avez compris, j'essayais d'être plutôt sur le versant hospitalier parce que j'avais envie qu'ils puissent se sentir comme chez eux et pour moi, c'était même pas un problème qu'ils y restent longtemps. Mais aussi, à des moments, je me surprenais à être plutôt sur le pôle coercitif et à dire non, mais là, vraiment, lui, il exagère, il faut faire quelque chose. Voilà, donc c'est aussi en nous que peuvent coexister des fois ces deux pôles-là. Après, pour parler de ce qui se passe actuellement dans les CHRS, donc peut-être voilà, je vous en avais un peu parlé quand on s'était vu, mais je vous avais parlé du système en escalier, je pense, qui est un peu l'ancienne approche du traitement du sans-abrisme. En gros, les gens sont à la rue, après ils peuvent franchir une première marche, aller dans l'hébergement d'urgence. Si ça se passe bien, ils peuvent aller une deuxième marche qui serait l'hébergement d'insertion. Peut-être après du logement temporaire ou résidence sociale, voilà, il y a plein de types, avant d'accéder au logement autonome. Donc ça, c'est le modèle là, qui se fait depuis 50 ans. Et là, depuis quelques années, notamment depuis 2018 de façon officielle, il y a la politique du logement d'abord, où ce qu'on propose, c'est les gens sont à la rue et ils passent directement au logement. Et de là, on travaille tout ce qu'il y a à travailler. La santé, l'emploi, les ressources, l'accès aux droits, etc. Donc ce qui forcément a des impacts très forts sur les CHRS. Déjà, il y a des baisses de budget des CHRS depuis 2018. Et clairement, il y a cette question qui tourne dans les esprits de mais à quoi ça sert encore les CHRS aujourd'hui? Parce que si les gens ils vont tous de la rue au logement, bah, il n'y a plus besoin de l'étape hébergement. Donc c'était aussi un peu dans cet état d'esprit que j'ai fait ma recherche, parce que je me questionnais sincèrement en fait, sur à quoi ça sert encore les CHRS. Et moi j'avais une approche qui était assez critique des CHRS. Et j'étais très militant du logement d'abord. Donc le logement d'abord, c'est une politique qui est née dans les années 80 en Amérique du Nord, qui a commencé à être expérimentée en France vers 2009. Et moi, dès les lancements, 2009-2010, j'étais hyper militant de cette approche. Donc en 2018, ça s'est officialisé, j'étais très très content. Et une des surprises de ma recherche, c'est que finalement j'ai découvert que les CHRS, ça pouvait encore avoir une utilité. Et que finalement, ça m'a amené à nuancer en fait l'approche du logement d'abord, qui je pense toujours correspond aux besoins d'une majorité de personnes sans abri. Mais moi j'ai bien vu dans ma recherche qu'il y a des gens aussi qui ne veulent pas de logement, quoi. Parce qu'ils ont déjà eu des expériences en logement avant qui se sont mal passées, se sont fait expulser ou ils se sont fait virer par les voisins, ils n'ont pas réussi à payer les loyers, du coup ils n'ont plus envie de vivre ça. Et puis l'autre grand truc, c'est l'apport de la solitude, quoi. Très clairement. Et donc beaucoup de gens ne veulent pas aller en logement à cause de ça. Et donc c'est assez ambivalent, hein, l'attitude par rapport aux CHRS. C'est qu'en même temps, ils dénoncent le côté collectif des CHRS, alors notamment quand c'est des grosses structures, hein, la 80 gars sous un même toit. Je veux dire, c'est chaud quand même. Hein. Voilà. Il y a de la violence, il y a des vols, il y a voilà, beaucoup de choses. Voilà. Même de la violence sur les travailleurs sociaux. Enfin, voilà. Et en même temps, il y a ce truc du collectif qui est rassurant, qui peut éventuellement amener de la solidarité, de la convivialité. Et il y a le fait qu'il y ait les travailleurs sociaux sur place aussi. Et ça, c'est souvent le point qui est hyper rassurant en fait. Et même s'ils peuvent dire que les travailleurs sociaux, c'est des bâtards et tout ce qu'on veut, mais malgré tout, ils sont quand même hyper assurés qu'il y ait des personnes sur place. Et donc moi, ça m'a fait vachement réfléchir sur finalement ce côté assez normatif du logement d'abord, où ce serait comme si tout le monde souhaitait un logement finalement. Et du coup, il y a une espèce de norme du logement vers laquelle tout le monde devrait aller, et comme si tous les sans-abri de fait voulaient un logement. Et du coup, moi j'ai vu des gens qui ne voulaient pas de logement en fait. Alors, dans les logements actuels, le logement d'abord a un peu pensé ça quand même avec ce qu'on appelle le logement adapté. Donc il y a d'autres alternatives au logement classique. Peut-être vous connaissez les pensions de famille ou maisons relais, qui sont notamment pour les gens qui ont peur de la solitude et qui ont besoin de ce côté collectif. Mais malgré tout, les pensions de famille, ça ne correspond pas à tous les profils non plus en fait.
Et notamment toutes les personnes qui sont le plus dépendantes sur leur vie quotidienne, qui ont du mal à se faire à manger, à faire leurs courses, à faire leur ménage. Et en fait, il y en a quand même pas mal. En CHRS, on en connaît pas mal. Et ça, c'est des capacités qu'il faut avoir pour aller en pension de famille, quoi. Et l'autre chose, c'est qu'en pension de famille, souvent, ils accordent une importance à toutes les activités collectives. Et en gros, il faut adhérer à ça, quoi. Et ce qui n'est pas forcément le cas des gens. Il y a des gens qui ont peur de la solitude, mais qui n'ont pas forcément envie de faire des repas avec les autres toutes les semaines et de jouer au Scrabble tous les après-midi avec eux, en fait, quoi. Et ça, c'est souvent un critère de choix important pour les pensions de famille. Ce qui fait que moi, j'ai plein de gens, même Jamel, hein, Jamel, clairement, il avait le profil pension de famille, hein. Il avait besoin des autres, etc. Mais le problème, c'est que dans les pensions de famille, comme dans les CHRS, il y a énormément d'interdits. Alors que c'est censé être du logement. Et par exemple, on ne peut pas accueillir la nuit en pension de famille. Enfin, dans la plupart, en tout cas. Peut-être, il y en a certaines qui le font, mais pas la majorité. Ce qui est un vrai frein à la vie affective et sexuelle. Et clairement, Jamel, il a dit, ben non, il espérait bien avoir des chéris et les ramener chez lui, en fait. Et donc, il a dit non à la pension de famille, et finalement, il est parti en logement. Mais voilà, donc ça, c'est un frein, quoi. Et du coup, voilà, moi, j'ai identifié cette catégorie que j'ai appelée les exclus du logement d'abord. Alors qu'ils le sont soit pour des raisons administratives, donc ça c'est tous les gens qui n'ont pas de droit sur le territoire, qui n'ont pas le droit d'avoir des ressources, donc qui de fait sont exclus du logement, et qui vont continuer à dépendre de l'hébergement d'urgence. Mais il y a aussi tous les autres qui, techniquement parlant, pourraient dépendre du logement, mais qui soit ne s'en sentent pas capables, ou soit même n'en ont pas envie. Puis il y a aussi quand même une autre limite du logement d'abord, c'est que, alors notamment dans les grandes métropoles comme Lyon, c'est que c'est la réalité du marché du logement, en fait, hein. Enfin, pour tout le monde, c'est très compliqué de se loger à Lyon, hein, même quand on est en CDI, qu'on a un bon salaire. Et donc du coup, de trouver des appartes pour tout le monde, déjà là, il y a un vrai... il y a quelque chose qui ne peut pas marcher, quoi. Voilà. Peut-être je vais arrêter là, parce qu'après ça va devenir un peu technique. Alors, la dernière partie du livre, c'est quand même vraiment pour les travailleurs sociaux, enfin même les institutions qui sont impliquées dans les CHRS. Et bon, du coup, peut-être à haut niveau, là, ça va devenir un peu technique d'entrer dans ce genre de niveau de détail, quoi, en fait. Sauf si vous le souhaitez. Voilà, donc moi, j'ai plus envie de répondre à vos questions. Il y a quelque chose qui me questionne dans votre recherche. Du coup, c'était les résidents actuels qui administraient les entretiens aux anciens résidents. Ouais. Mais du coup, les critères, c'était quoi? Il fallait seulement qu'ils soient anciens résidents ou il fallait qu'ils soient partis depuis tant de temps? Alors moi, les critères, c'est une super question. Parce qu'il y avait aussi des critères sur les choix des 4, en fait. En gros, sur les anciens résidents, c'était des gens qui avaient fait partie de ma file active, parce que du coup, je tenais à garder ce fil de subjectivité, quoi. J'essaie de repérer un peu des profils différents entre logement, pension de famille, résidence sociale, pour qu'il y ait un peu différents types de logements. Et puis aussi des gens qui parlaient bien français. Parce que là, en fait, assez vite, hein, ça limitait le nombre de personnes. Et globalement, des gens en capacité de tenir un entretien, quoi. Ce qui aussi limitait, notamment tous les gens plutôt du côté de la psychiatrie, qui n'étaient pas forcément en capacité de tenir un entretien. Donc voilà, en gros, c'était ça mes critères de choix. Il n'y avait pas forcément depuis combien de temps ils sont partis. De toute façon, la limite de temps, c'était que moi, je les ai suivis. Donc quand j'ai commencé la recherche, ça devait faire 4 ou 5 ans que je travaillais. Donc en gros, c'était des gens qui étaient partis dans les 4 ou 5 dernières années, quoi. Et pareil, pour le choix des 4, c'était pareil, donc des gens qui étaient à un assez bon niveau de français, et c'était des gens qui étaient pas mal impliqués déjà dans pas mal de démarches participatives, donc il y avait déjà ce côté-là. Et c'était des gens chez qui moi j'avais repéré quelque chose qui m'intéressait, en fait, un peu au niveau réflexif, des gens qui étaient capables d'aller un peu loin, en fait. Et franchement, ils m'ont hyper étonné, en fait. Ils sont allés beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, quoi. Enfin, notamment Jamel, puis il y en a un autre qui s'appelle Kamel, qui ont fait des apports incroyables, en fait, quoi. Voilà. Moi j'avais une autre question, mais c'est pourquoi les chiens ils sont interdits dans les CHRS? Alors ça, moi, ça me désespère. Bah ouais, parce que du coup, le public visé ont souvent des animaux.
Oui, mais moi, ça fait partie des choses pour lesquelles j'étais militante aussi, pour le fait de pouvoir héberger la nuit. Enfin, c'est souvent sur des questions sanitaires, en fait. Enfin, ce qui est amené, c'est souvent des questions sanitaires. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui ont des tout petits apparts et qui ont 3 chiens dedans et personne ne va rien leur dire. Enfin, sauf s'ils font très bruyants, les voisins peuvent s'en plaindre. Mais c'était que dans celui où vous travaillez ou c'est tous les CHRS? Quasi tous. À Lyon, il y a un CHRS qui a été créé spécialement pour les hommes avec chiens. Et il y a 2 autres CHRS qui, à la marge, tolèrent les chiens. Mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le CHRS pour hommes avec chiens, donc ils ont fait les choses bien, ils ont créé un chenil, voilà, pour que quand ils allaient faire leur démarche la journée, ils pouvaient laisser les chiens au chenil. En fait, ils ne mettent jamais les chiens au chenil. Les chiens, ils dorment dans le lit avec eux et ils les emmènent partout. Voilà. Donc moi, ça fait partie des choses qui me révoltent encore, ça. Voilà. Et sur le fait qu'ils ne puissent pas héberger la nuit aussi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est que des fois, ils s'en servent comme stratégie, les personnes à la rue. Parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'aller en CHRS. Et du coup, des fois, c'est ah bah non, j'ai un chien, je peux pas y aller. Ce que je trouve assez malin. Moi, clairement, dans les CHRS actuels, enfin, je l'ai dit, hein, j'étais très critique. Alors, je trouve qu'il y a une vraie utilité pour tous ces publics qui ne peuvent pas coller au logement d'abord. Mais par contre, il faut les repenser vraiment profondément. Et notamment ce côté hyper coercitif qui existe aujourd'hui. Voilà, pour moi, il faut aller vers un vrai chez-soi, en fait. Avec tous les droits qui sont attenants à ça. Donc de pouvoir cuisiner quand on a envie, de pouvoir même consommer. Alors, sur les consos, c'est plus compliqué parce que donc l'alcool, c'est une évidence, c'est légal. Après, sur les consos illégales, éventuellement, ils font ce qu'ils veulent dans leur chambre, mais voilà, il ne faut évidemment pas consommer des substances illégales sur les lieux collectifs, quoi. Mais voilà, sur le fait qu'ils puissent cuisiner ce qu'ils ont envie de cuisiner, ça, c'est une grosse source de tension, par exemple, la cuisine. Hein. Et notamment toutes les personnes d'autres cultures que la culture française, et donc d'autres cultures culinaires. Mais eux, ils en avaient marre de manger de la nourriture française. Je pense à tous les publics de l'Est, d'Afrique noire, du Maghreb, et eux disaient, mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de manger, et c'était des grosses sources de tension. En fait. Et en même temps, pour certains publics, c'était bien qu'il y ait de la restauration collective quand même, parce que pour certains, au moins on était sûr qu'ils mangeaient 3 repas par jour, quoi. Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de se faire à manger, quoi. Et du coup, là, en ce moment, puis moi, l'autre truc pour lequel je milite, c'est pour la pérennité des places, en fait. C'est qu'on sorte de cette norme du provisoire. Parce que pour moi, c'est pas une réponse de traiter la précarité par une autre précarité qui est un lieu où on est censé rester 18 mois. Voilà. Pour moi, il faut qu'ils puissent rester le temps dont ils ont besoin, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont rester toute la vie, mais après c'est à eux de voir comment ils évoluent, quoi. Et s'ils ont besoin de la protection du milieu spécialisé toute la vie, ce sera comme ça pour eux, quoi. Comme dans le handicap, il y a des gens qui restent toute leur vie en institution, c'est qu'ils en ont besoin. Donc moi je milite vraiment pour la pérennité des places, alors ce qui n'est pas du tout dans les publics, les politiques publiques actuelles. Mais... Oui, tu as écrit un petit passage là sur... J'arrive plus à retrouver la page, mais c'est vrai que c'était assez parlant, effectivement, que c'était donc une politique, je crois, ou non, ou une directrice d'un autre centre qui disait que là, il était arrivé au bout des 18 mois, et tu lui demandes de prouver par son écrit qu'elle t'avait demandé de plus et puis elle n'a pas pu te répondre parce qu'elle n'avait jamais pu t'écrire. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a cette question des 18 mois. Ouais. Donc moi, c'est ce que j'appelais le mythe des 18 mois. Parce qu'en fait, les travailleurs sociaux et les institutions, on a tous en tête que les gens doivent rester 18 mois en CHRS. Mais sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est impossible parce qu'il y a une loi sur la continuité de l'hébergement où les gens ils peuvent rester tant qu'ils ont besoin jusqu'à ce qu'il y ait une solution stable et pérenne. Mais donc, ça veut dire que dans les contrats, dans ce qu'on appelle les CEPOM, les contrats que signent les CHRS avec l'État, c'est impossible de marquer comme objectif que les gens restent 18 mois, parce que ce serait contraire à la loi. Mais dans les pratiques, on sait que ça continue de façon officieuse, cette espèce de pression c'est la préfecture, hein, notre interlocuteur. Et là, notamment, il y a ce cas de cette chef de service où la préfecture l'appelle en disant « Mais non, la famille X, je vous avais déjà dit que j'étais plus d'accord pour renouveler. » Et la chef de service joue un peu la candide en disant « Bah non, moi vous m'avez rien écrit. » Parce que clairement, elle ne pouvait pas écrire noir sur blanc qu'il fallait que les gens partent, en fait. C'était impossible. Mais par contre, voilà, par téléphone, il y avait des pressions qui se faisaient comme ça. Ça continue d'exister.
Et moi, en ce moment, là, je fais partie d'un groupe de travail avec des travailleurs sociaux européens. Donc, on se réunit donc, autour de ces questions du logement d'abord. Donc là, on s'est vu la semaine dernière à Bruxelles, on va se revoir à Turin, puis à Budapest après. Et du coup, c'est hyper intéressant en termes d'échange de pratiques. Et par exemple, j'ai découvert la semaine dernière qu'en Finlande, ils font du logement d'abord collectif. Et en fait, ça correspond exactement au préco que je fais pour les CHRS français, c'est-à-dire ça reste du collectif, mais par contre, c'est du logement avec donc la signature d'un bail, mais surtout tous les droits afférents au fait de signer un bail, quoi. Et notamment de pouvoir vivre un peu comme on a envie de vivre, de ne pas avoir à rendre de compte sur quand est-ce qu'on est là, pas là, de pouvoir être sûr que son intimité est protégée aussi, de pouvoir avoir un animal si on a envie d'avoir un animal, etc. Et du coup, je pense que l'expérience finlandaise, moi, elle m'a hyper intéressé. Et, voilà. Je pense qu'il y a une source d'inspiration pour... clairement, les CHRS, il faut qu'ils s'adaptent. Hein. Ils ne peuvent pas rester comme ils sont aujourd'hui. Ceux-là, clairement, ils vont disparaître. Mais par contre, ils ont un rôle à jouer s'ils s'adaptent bien comme il faut pour certains types de publics. Je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait une étude sur le bail glissant. Ouais. Et c'était la même problématique, à dire, oui, mais les bails, ils ne glissent pas. Alors, qu'est-ce qui fait que les bails ne glissent pas? Et du coup, finalement, aux différentes étapes du parcours logement, du parcours hébergement, finalement, on se pose les mêmes questions. Ouais. Quoi. Oui, alors moi je connais moins la question du bail glissant, mais je pense que Oui, finalement c'est on quelque est chose sur un d'assez logement, technique. mais Ouais. c'est la même question, à se dire pourquoi il ne glisse pas ce bail, enfin, Ouais. ou c'est vous. Et oui, c'est assez... Du coup, ça dit quelque chose de comment les gens sont dans des dispositifs, mais voilà, après, voilà, avec cette idée d'autonomie forcée, obligatoire. Oui. Pour, Et surtout de ne plus dépendre de l'aide sociale. C'est quand même Moi, j'avais assez néolibéral. Quoi. Ouais, j'avais une petite question vis-à-vis de votre méthodologie, enfin, par rapport aux enquêtes que les personnes ont faites auprès des anciens résidents. Voilà, des anciens résidents. Et cette double lecture faite sur le fond et la forme, qu'est-ce que vous leur en disiez en fait? Okay, aux enquêteurs ou aux anciens résidents? Aux enquêteurs. C'est-à-dire ce que je leur en disais. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être pas mal compris, mais tout à l'heure, vous disiez qu'ils avaient une grille d'entretien semi-directif, etc. Et que vous, dans l'analyse, vous alliez bien sûr exploiter ce qu'ils avaient pu recueillir, mais aussi la façon dont ils avaient mené l'entretien, parce que ça disait peut-être aussi quelque chose de ce que vous cherchiez finalement. Donc en fait, quand ils allaient faire des entretiens, moi je les retranscrivais et moi je commençais à tirer des fils, des choses qui m'intéressaient. Mais je les laissais d'abord eux parler en premier, de réagir, et après moi j'amenais mes éléments. Et petit à petit j'amenais un peu de la théorie sociologique, en faisant en sorte qu'elle soit facilement accessible, mais pour que ça puisse se faire résonance chez eux et qu'ils puissent en dire quelque chose. Et moi je les ai, au fur et à mesure que déjà la question vraiment réelle était en train de se construire dans ma tête et que je commençais à en tirer des analyses, je les ramenais dans le groupe à chaque fois. D'accord. Et du coup ça repartait en discussion. Et, après il y a eu vraiment eu le temps de l'écriture où c'était un temps très solitaire. Pendant 3 mois j'étais chez moi et je faisais que ça. Quoi. Par contre après ils ont été les premiers lecteurs de ça. Quoi. Ça j'y tenais vraiment beaucoup, enfin, et mon directeur de recherche évidemment. Je tenais vraiment à ce qu'ils ne découvrent pas des choses dans l'écrit final et qu'ils se sentent trahis peut-être de choses où... Après, il y a des... Moi, voilà, je prends des positionnements qui sont assez marqués, hein, et on n'est pas toujours d'accord avec les conquêteurs, notamment sur la pérennité des plages. Je sais qu'il y en a un qui, lui, n'est pas d'accord avec cette idée-là. Voilà, on en parle, on continue à intervenir ensemble des fois devant des étudiants, donc on en parle. Voilà, moi, c'est l'optique que j'ai pris, mais par contre, il n'est pas surpris que j'en parle parce qu'il sait que moi, c'est mes optiques maintenant. Quoi. Et moi, je tenais vraiment à ce qu'ils ne se sentent pas trahis. Et en plus, ils ont souhaité apparaître sous leur vrai nom, les co-enquêteurs. Alors, autant tous les autres sont anonymés de façon classique, et mes collègues sont anonymés, voilà, et ce que vous devrez faire vous aussi. Quoi. Mais les co-enquêteurs, on s'est beaucoup posé la question au début, puis on se l'est reposé de très nombreuses fois.
Et en gros, on s'est dit, mais si c'est vraiment des co-enquêteurs, des chercheurs en fait, et ben moi dans le livre je cite plein de chercheurs, hein. Je cite Bertrand Ravon, je cite plein de gens, et pourquoi ces gens-là pourraient apparaître sous leur vrai nom et que mes co-enquêteurs là ils pouvaient pas apparaître sous leur vrai nom. Et du coup sur les 4, il y en a 3 qui ont souhaité apparaître sous leur vrai nom, il y en a un qui n'a pas souhaité par contre, parce qu'il voilà, il voulait pas forcément qu'on sache qu'il avait fait un passage en CHRS, et il n'y a pas de souci là-dessus quoi. Mais les autres ont tenu, et du coup après l'écriture du premier jet, quand je leur ai fait lire, je leur ai dit lis bien tout ce qu'il y a sur toi, page temps, page temps, page temps, parce que je dis quand même des choses personnelles parfois. Hein. Dans l'exemple de Fabien qui tombe amoureuse de sa référente, enfin bon, c'est tout un truc, et donc voilà, et je me suis dit, bon, peut-être qu'il a quand même pas envie que je raconte ça, donc on en a parlé souvent, et à chaque fois il dit, bah non, c'est ce qui s'est passé, et bah, je vais pas le cacher, voilà, ça s'est passé comme ça, et j'assume, quoi. Et je trouve assez exemplaire quand même. Ben, merci beaucoup d'être venu, nous avoir présenté Merci à vous. ton livre. Voilà, à partir de demain au CRD. Voilà. Sortie officielle le 11 mai dans les librairies. Voilà, donc, Voilà. Les meilleures librairies. Oui. Voilà. Et sur fnac.com, Amazon, deux sites, enfin partout. Oui. D'ailleurs, avec IRES, tu vas faire aussi une présentation. Oui, je fais un webinaire avec Erez bientôt, alors, bon, qui va plus s'adresser aux professionnels vraiment du travail social et notamment du champ de l'hébergement, logement social. Mais, D'accord. Merci bien en tout cas d'être merci à venu vous. jusqu'à Valence. Avec plaisir. On peut continuer d'échanger de façon un peu plus informelle. Juste à côté au CRD, il y a des petits biscuits apéritifs et des petites boissons que je vais aller chercher.